Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous partirons tout d'abord en Afrique du Sud pour assister à la 17e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous reviendrons sur la conférence de presse du gouvernement et les principaux thèmes abordés. Nous irons du côté de l'Hôtel de Paris. Alain Ducasse y a présenté son livre officiellement, J'aime Monaco, ma Méditerranée en 170 adresses. Nous vous donnerons des nouvelles du tapis rouge, le fameux tapis foulé lors du mariage princier le 2 juillet. Et enfin, nous reviendrons sur l'Eurocup de pétanque qui s'est déroulé au Luxembourg. Je vous le rappelle, les Monégasques ont été sacrés champions d'Europe des clubs. Comme je vous le disais dans les titres, le 28 novembre dernier s'est ouvert à Durban, en Afrique du Sud, la 17e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. L'avenir du protocole de Kyoto est au cœur des discussions auxquelles participera cette semaine le prince Albert II. Voyez à Durban ce reportage de Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. C'est une véritable course contre la montre qui est engagée depuis plusieurs années maintenant pour sauver le protocole de Kyoto et lui dessiner un avenir. Après l'échec retentissant de la conférence de Copenhague en 2009 et les timides progrès de la conférence de Cancun l'an passé, il est indispensable d'enregistrer à Durban des avancées significatives. L'objectif affiché est double. Il va falloir amener l'ensemble des pays réunis ici vers des actions concrètes en faveur du climat, et notamment dans le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais il va falloir également aider les pays les plus vulnérables à réaliser les investissements nécessaires pour réduire ces émissions. Les enjeux de cette conférence, c'est de fournir des outils légalement contraignants pour continuer à lutter contre le réchauffement climatique, qui lui ne s'arrête pas, même si les négociations ont du mal à avancer. Alors très concrètement, le protocole de Kyoto finira en décembre 2012, et la grande question que nous nous posons tous, c'est qu'est-ce qui va venir après ? Et il y a plusieurs options aujourd'hui. La première consistant à prolonger le protocole de Kyoto, mais ce n'est pas très intéressant parce qu'aujourd'hui le protocole de Kyoto ne représente que 20% des émissions mondiales, ou bien créer un accord contraignant global qui s'appliquerait à tous les pays. La conférence de Durban va se dérouler en 2 temps. Depuis le 28 novembre ont débuté les négociations du segment technique, alors qu'à compter de cette semaine et jusqu'aux conclusions finales se déroulera le segment de haut niveau auquel participeront chefs d'État et ministres. Sur les principaux enjeux de la négociation, il reste des solutions à trouver et les ministres vont commencer à travailler aujourd'hui et pour toute la semaine en essayant d'apporter justement des solutions sur les points de blocage de la négociation. Par rapport à l'arrivée des chefs d'État, les chefs d'État ne sont pas des négociateurs, on n'attend pas d'eux qu'ils négocient. Ils vont faire des interventions programmées uniquement et ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils donnent une direction à la négociation, mais effectivement on n'attend pas d'eux qu'ils résolvent les problèmes que rencontrent aujourd'hui les délégués, qui eux continueront en parallèle des chefs d'État à travailler dans les différents ateliers techniques. C'est donc à ce second segment, le segment de haut niveau, que participera cette semaine le prince Albert II. Il interviendra lors de la séance plénière d'ouverture et prendra part à plusieurs réunions de travail, ici même au centre de congrès Nkosi Albert Luthuli de Durban, où pas moins de 15 000 personnes vont se succéder pendant les 12 jours de la conférence, qu'il s'agisse des délégués des parties impliquées, des diplomates des Nations Unies, des ONG, mais également des membres de la presse. Nous reviendrons tout au long de la semaine sur le déplacement du couple princier en Afrique du Sud. Sans transition, le gouvernement a organisé ce mardi sa conférence de presse. Le ministre d'État et ses conseillers ont répondu aux questions des journalistes. Alors quels ont été les principaux thèmes abordés ? Voici le résumé d'Émilie Rousseau. La modernisation de l'administration, l'économie de la principauté ou encore la politique du gouvernement en matière de grands travaux font partie des thèmes qui ont été abordés ce mardi au ministère d'État. Commençons tout d'abord par l'annonce de la création du Monaco Welcome Office. Michel Roger l'a présenté comme étant un service d'accompagnement de tous les primo-arrivants sur le Rocher. L'idée du Monaco Welcome Office est de créer un véritable pôle d'accueil permettant de répondre aux besoins des primo-arrivants à Monaco, quel que soit leur profil. Toute personne qui désire des renseignements sur Monaco en vue d'une installation, soit une résidence, soit une activité économique, soit les deux, pourra s'adresser à partir de début janvier 2012 à cet office
qui sera en mesure de fournir les réponses à toute demande, de faciliter l'accès à l'information des primo-arrivants dans un lieu unique et de permettre un accès rapide aux différents services administratifs. Le ministre d'État a également annoncé que l'INSEE mettra en place le 1er janvier 2012 la nouvelle NAF, la nomenclature d'activité française. C'est une étape importante pour l'INSEE puisque la nomenclature d'activité française permet de caractériser l'ensemble des activités économiques, que le monde économique bouge et que régulièrement il faut changer de NAF. C'est le socle de toutes nos statistiques et le fait d'adopter cette nouvelle nomenclature, une nouvelle version de la nomenclature, est important pour Monaco et est important pour la construction de nos statistiques. Donc c'est quelque chose d'important dans la construction du projet que nous avons en principauté, qui est dans la droite lignée de la création de l'INSEE. Marco Piccinini a pour sa part dévoilé le PIB 2010 de la principauté. Il est de 4,13 milliards d'euros contre 4 milliards en 2009, soit un taux de croissance de 2,47%. Si ce chiffre est un signal positif, le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie se veut prudent compte tenu du contexte de cette année 2011. Marie-Pierre Gramaglia est quant à elle revenue sur la politique de gouvernement en matière de grands travaux. Alors en 2012, il y aura à peu près 230 millions d'euros, soit environ 25% du budget de l'État, qui seront consacrés aux dépenses d'équipement et d'investissement. C'est bien là la preuve que le gouvernement, tout en conduisant une politique budgétaire prudente, va capitaliser sur l'avenir. La conseillère de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme a également évoqué les différents chantiers à venir, notamment ceux de Pasteur, de Testimonio 2 ou de Charles III. Enfin, dès février prochain, le foyer de l'enfant sera installé dans des locaux entièrement repensés. Comme l'a dit Stéphane Valéry, l'actuel bâtiment du foyer Sainte-Dévote ne répondait plus aux exigences. Juste avant cette conférence de presse, le ministre d'État a assisté à la messe de Saint-Nicolas en la cathédrale, messe où les enfants d'école primaire ont interprété la scénette de la légende de Saint-Nicolas. Et à l'issue, sur la place de la mairie, les enfants ont reçu des friandises. De son vivant, aux alentours du IVe siècle après Jésus-Christ, Saint-Nicolas était le protecteur des enfants, des veuves et des gens faibles. Vous en êtes rendu compte, ne serait-ce qu'avec l'éclairage de la ville, on approche des fêtes de fin d'année. Le village de Noël a d'ailleurs été inauguré lundi soir par le prince Albert II et la princesse Charlène. Après avoir découvert les différentes animations et les différentes stands de ce village, le couple princier s'est prêté au jeu des interviews avec nos confrères de Radio Monaco. Le thème de ce village cette année, l'Angleterre du 19e siècle. Entre les traditionnels gaufres et pommes d'amour, vous pourrez donc tester également le fameux fish and chips. Et du fish and chips, il n'y en avait pas lundi soir à l'hôtel de Paris à l'occasion de la présentation officielle du livre d'Alain Ducasse, J'aime Monaco, ma Méditerranée en 170 adresses. Alain Ducasse a présenté cet ouvrage à certains artisans et amis présents lors de cette soirée. Nous n'aurions manqué cette occasion pour rien au monde. Vous voyez ce reportage sur des images de Serge Prémont. Alain Ducasse, 3 fois 3 étoiles au guide Michelin, il fait partie des 100 personnalités les plus influentes du monde, d'après le magazine économique américain Forbes. Alain Ducasse a sorti un nouvel ouvrage, ce n'est pas un livre de recettes, mais plutôt un reportage photographique à la découverte de la Riviera. Il y révèle ses coups de cœur, ses trouvailles et ses envies gourmandes. Le chef y dévoile des produits, des histoires, des rencontres, les femmes et les hommes qui nourrissent jour après jour l'identité profonde de sa cuisine. Ce livre raconte tout simplement sa Méditerranée. On va positionner Monaco à sa juste place, qui est la capitale des Rivieras, de la Riviera italienne et de la Riviera française, de Bordighera à Saint-Tropez, en remontant dans l'arrière-pays niçois, en remontant un peu dans l'arrière-pays varois, le moyen pays varois, etc. Bon, c'est la Méditerranée, c'est ma Méditerranée que j'affectionne. Nulle part ailleurs, les légumes, les fruits, les poissons n'ont un goût aussi caractéristique que ceux qui poussent ici, dans cette terre aride. On a une diversité que nulle part ailleurs on peut trouver, même en termes de goût, et en termes de produits, en termes d'authenticité, de ce que chacun défend jalousement, du stockfish monégasque au barbajuan, dont on ne sait toujours pas s'ils sont de Menton ou de Monaco. Enfin, tout ça, ça s'appelle les guerres de clochers. C'est ce qui fait cette diversité. Cette diversité, finalement, c'est la richesse de cette Riviera. Et nulle part ailleurs, on va trouver un tel panel, une telle diversité d'hommes et de femmes qui tiennent un bistrot, qui tiennent une boulangerie, qui cultivent des légumes, qui cultivent des olives, qui font de l'huile d'olive. Voilà. Bon, ça, c'est unique et il fallait le dire et il fallait le résumer en un ouvrage. 170 adresses composent ce livre. Certains artisans qui figurent dans cet ouvrage étaient présents dans la salle Hermitage de l'Hôtel de Paris. Ils ont pu exposer leur savoir-faire à tous les convives. Des artisans tout comme Alain Ducasse amoureux de cette Méditerranée.
La Méditerranée, d'abord, c'est le nom de notre mer qui nous entoure. Mais à côté, il y a la terre. Et cette terre est très riche et nous donne depuis des générations des produits fabuleux, que ce soit de la lavande, que ce soit de la fleur de jasmin, que ce soit des olives, de l'ail, de l'oignon, du basilic, surtout tout est bon. Et les chefs sont arrivés à sublimer tous ces produits et en faire des choses exceptionnelles. Et c'est vrai que M. Ducasse a fait partie de ces grands cuisiniers qui ont tout compris. Et c'est vrai que tous ces grands chefs ne peuvent pas faire de bonnes recettes s'ils n'ont pas de bons produits. Donc on a cette grande chance de les connaître et d'être aimés par eux, d'être respectés. Et bien sûr, le retour est le même, quoi. J'aime Monaco, ma Méditerranée en 170 adresses, un véritable guide pratique. Le lecteur est invité à créer son propre itinéraire. 2 formats différents sont proposés, le format librairie à 35 € et l'édition limitée à 100 €. Des nouvelles du tapis rouge qui fut l'une des stars du décorum du mariage princier. Le fameux tapis foulé par les invités et les mariés le 2 juillet dernier devrait être vendu en un seul lot. C'est un dossier ultra confidentiel, mais nous sommes allés poser la question au fabricant de ce tapis hors norme, Jean-Christophe Dimino. L'image a fait le tour du monde. Indissociable du mariage princier, le fameux tapis rouge disposé sur la place du Palais est aujourd'hui conservé à l'abri quelque part en principauté. Dans ses boutiques de Francfort et de Monaco, Camillard Mogadam en expose une infime partie, tout aussi symbolique. Voici l'un des fragments de ce tapis qui ornait la cour d'honneur, celui-là même qui accueillait la princesse Charlène au pied de l'autel. Tout le monde peut venir se faire photographier et regarder ce tapis chez nous au magasin avant la vente aux enchères. C'est quand même un tapis historique, assez unique dans son genre, qui a fait le tour du monde en presse, sur lequel il y a 500 personnes qui ont travaillé plusieurs mois. Donc c'est quand même une pièce historique qu'on devrait normalement garder dans une collection. Oui, mais voilà, l'avenir de ce tapis pourrait être tout autre. Un temps évoqué, la découpe de l'ouvrage n'est plus d'actualité. Le tapis rouge et blanc de 109 mètres de long et 300 mètres carrés devrait être vendu aux enchères d'une seule pièce en 2012. Des acquéreurs potentiels se seraient déjà manifestés. On était parti au départ sur une idée de faire des morceaux de ce grand tapis. Après des discussions avec le Palais, on nous a suggéré que ce serait peut-être plus élégant et peut-être également plus attractif de le vendre en un seul morceau. Là, on cherche vraiment activement dans un certain cercle de clientèle qui ont envie de s'offrir un rêve. Et donc on est en discussion avec 2-3 clients très fortunés qui veulent marier leurs enfants ou leurs filles ou leurs fils. Et peut-être, pourquoi pas, sur ce tapis-là. Depuis ce jour du 2 juillet 2011, le recours à un tapis rouge lors d'un mariage semble être devenu la dernière fantaisie à la mode parmi les familles royales et les grandes fortunes. Un nouveau marché florissant qui s'ouvre à Camillard Mogadam. Et si nos envoyés spéciaux ont attrapé froid au Luxembourg, quel temps fera-t-il ici en Principauté? Voici la météo. Mercredi, du soleil et quelques nuages passagers. Le vent va redevenir momentanément assez fort, de 10 à 50 km/h. Les températures restent assez agréables, à l'abri du vent, de 11 à 17 degrés. Jeudi, une belle journée pratiquement sans nuages. Le vent devrait faiblir et les températures légèrement monter le matin, de 12 à 17 degrés. Vendredi, le temps sera moyennement ensoleillé, sans dégradation. Les températures sont toujours supérieures au normal, de 13 à 16 degrés. Et enfin, samedi, un peu plus de nuages avec l'apparition quand même de soleil. Il fera de 12 à 15 degrés. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants votre magazine ciné concocté par José Sacré. À très bientôt, au revoir.